Le chef du bureau des affaires africaines du département d'État américain, Nick Checker, a effectué une visite dans la capitale malienne Bamako, au cœur des échanges avec le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Maïga Diop. La relance du dialogue entre Washington et Bamako dans un contexte régional en pleine récomposition. Les autorités maliennes ont salué cette démarche tout en rappelant que toute coopération devra désormais, tenez-vous bien, tenir compte des nouvelles réalités géopolitiques du Sahel, notamment la dynamique de la Confédération des États du Sahel. L'objectif est clair, c'est de bâtir un partenariat durable et aligné sur les priorités sécuritaires et stratégiques de la région. Issa Kone Moussa Nikema nous en parle et on en discute. Mohamed Noudjara-Souba qui nous a rejoint sur ce plateau, bonsoir, merci d'être avec nous. Quelle est votre analyse justement de cette visite de Nick Checker à Bamako ces jours-ci? Il y a deux aspects, il y a l'aspect économique et l'aspect géopolitique. Je pense que quand vous regardez au niveau économique, aujourd'hui on a l'économie du Mali qui est assez vulnérable face à certains chocs. Et aujourd'hui on sait que le Mali dépend fortement de ses exportations, il dépend aussi beaucoup des aides étrangères. Alors, les liens économiques entre les États-Unis et le Mali, je sais qu'en 2024, on avait environ 60 millions de dollars d'échanges entre les deux pays. Et le Mali, justement, avait beaucoup bénéficié lors des dernières années de environ 80 milliards de ce qu'on appelait la USAID, donc qui est l'aide internationale des États-Unis. Et depuis la rupture diplomatique entre les deux pays, il y a eu justement un impact sur les populations, notamment dans le secteur de la santé où les populations ont été beaucoup impactées. Aujourd'hui, Washington adopte une nouvelle attitude qui, avant, quelle était la condition pour justement qu'il y ait une coopération entre Washington et d'autres pays? C'était justement qu'il y ait un ordre démocratique. Et là, aujourd'hui, on nous dit non, même si la démocratie n'est pas réellement rétablie au Mali, on est amené justement à recollaborer ensemble. Je pense que ça fait partie de la nouvelle politique extérieure du président Trump qui veut aussi sans doute réchauffer les investissements entre le Mali et les États-Unis. Après, il y a l'angle géopolitique. Vous le savez, les pays de l'AES donc s'étaient beaucoup rapprochés de la Russie à travers Wagner, par exemple. Et là, aujourd'hui, les États-Unis ont cette volonté-là, cette velléité-là de reprendre une certaine influence sur l'Afrique de l'Ouest. Donc ça passe par là. Alamine Fofana. Oui, comme le docteur Atukamnan l'a dit, les États n'ont pas la mine des intérêts, la nature aussi horreur du vide. En pareille situation, la meilleure formule, c'est que les intérêts maliens puissent coïncider avec les intérêts des États-Unis. Maintenant, est-ce que ça sera réellement le cas? L'avenir nous le dira, mais je pense que pour moi, c'est une bonne configuration pour le Mali. Parce que le principe de la souveraineté, c'est aussi la latitude de pouvoir collaborer avec n'importe quel acteur sur le globe terrestre en ce qui concerne des situations spécifiques. Donc, si le Mali peut collaborer avec les États-Unis par rapport aux renseignements, par rapport à certains équipements, c'est toujours bon. Si ça peut réduire l'impact du terrorisme dans la région, c'est toujours bon. Maintenant, après, pour les États-Unis, comme Dr Atukamnan le disait, la Russie aussi prend encore plus de place. La nature aurait du vide. Le grand conquérant américain a pour politique générale d'être implanté partout sur le territoire national. Si vous prenez tous les grands ensembles géopolitiques du monde, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, le Moyen-Orient, partout, les États-Unis d'Amérique ont une politique panoramique là-bas, mais ils ont aussi une force mécanique qu'ils peuvent activer. Ça peut être aussi par rapport à un souci de soft power, ça peut être aussi par rapport à un souci aussi de contrôle des zones. Le grand danger perdu aujourd'hui, le terrorisme est une menace asymétrique qui menace tous les pays. Donc maîtriser aussi les mouvances terroristes, qu'ils soient dans des traits d'union, qu'ils soient en Amazonie, qu'ils soient dans le Sahel, c'est aussi une ressource de renseignement stratégique. Voilà. Donc les deux parties ont quelque chose à gagner. Le Mali aussi réaffirme aussi cette volonté de souveraineté. On parle ici de dialogue, donc ce n'est pas une convocation, c'est un dialogue. Ça sera une négociation et on espère que les sujets des négociations vont profiter à l'État du Mali par rapport à ce qui relève de l'existentiel. Espérons-le. Josias Assemon. Comprenez une chose. Ce qui a à un moment donné créé la séparation entre l'administration actuelle au Mali et l'ancien régime, pas l'ancienne administration américaine, c'était aussi le fait qu'on ait un coup d'État qui restait encore à la gestion. Et les démocrates à l'époque disaient qu'il fallait qu'on organise des élections, qu'on passe à la situation de transition, à une situation effective, officielle, où on a un président effectivement choisi par la population. C'était l'un des éléments parmi les nombreux éléments ou les nombreuses raisons pour lesquelles il y avait le différend. Aujourd'hui, si on revient par exemple au cas ivoirien, ça ressemblerait au fait que on a par exemple le PPACI qui participe à des élections. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une bonne marge de manœuvre à un parti puissant, fort, qui cherche à conquérir comme le RHDP, qui va par exemple conquérir le Pougon, qui va par exemple conquérir des zones qui étaient reconnues comme des bases qui appartenaient à ce parti politique-là. Et c'est la même chose qu'on est en train de voir, ou que l'on peut constater au niveau du Mali, avec la Russie qui s'était positionnée au niveau du Mali. Et aujourd'hui, les États-Unis, conscients de cette réalité, sont aussi désireux de jouer le 4. Mais chose très importante, c'est que au-delà de cette rencontre, il y a aussi des choses qui ont été signifiées. Parce qu'en diplomatie, il y a des codes. Lorsque les États-Unis viennent, par exemple, vers le Mali, la première impression qu'on a, c'est que ce sont les États-Unis qui demandent ou qui cherchent. Ça peut être normal. Mais dans la discussion, il y a deux choses qui sont ressorties. L'une des conditions pour que les choses puissent aussi aller dans les deux sens parfaitement, c'était aussi que le Mali puisse se débarrasser de Africa Corps, qui
est Wagner devenu la nouvelle organisation. Et aussi, quand on organise des élections, pour mettre désormais un nouveau président. Et ça donne du côté du Mali une bonne impression, en sens où tous ceux-là qui critiquaient le Mali d'être un pays qui est en train de se refermer, donc abandonner certaines relations, surtout ce qu'on appelle l'Occident, pour la faveur ou pour certains pays comme la Russie, montre aujourd'hui au monde entier que ce n'est pas réellement la raison pour laquelle on est avec la Russie. On peut discuter avec tout le monde et voici le cas des États-Unis. Alors, Cheikh Oumar Doumbia, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les États-Unis d'Amérique se disent finalement, le drame de Moura en 2022, on met ça sous le tapis, les accusations d'exactions commises par les armées et les supplétifs, on met ça aussi sous le tapis et on repart sur de nouvelles bases? Pour qui connaît les États-Unis, c'est qu'on ne remet jamais rien sous le tapis. Les Américains n'ont pas l'habitude de faire ça. Ils sont malins, ils sont très stratégiques. Ils se rendent compte que après le Venezuela, après avoir les Américains aient saisi des navires de la flotte fantôme russe, après que la France aussi ait saisi des navires de la même flotte fantôme dans ses eaux, après les dispositions militaires qu'ils sont en train de prendre en Iran, que tous ceux-là qui se sont placés sous cette influence russe sont en train de se rendre compte que, attention, le grand géant s'est réveillé quelque part. Et pendant cette période, il faut écouter Rubio, département d'État américain, qui le dit, le patron de celui qui s'est rendu au Mali, qui l'a dit clairement à un moment donné, a dit que tous les pays qui, surtout dans leur hémisphère, qui se mettent à agir dans ces gestations, peuvent s'attendre à ce que les Américains agissent dans le même ordre qu'au Venezuela. Ajouté à cela, c'est un pays dont les services d'intelligence sont très développés. Ils se rendent compte aujourd'hui qu'avec l'avancée, surtout au Mali, des djihadistes dans les zones ouest et sud du pays, le pays peut être en quête d'une nouvelle alternative. C'est le moment de dire, oui, vous avez choisi de travailler avec les Russes, peut-être que les résultats ne sont pas satisfaisants, nous sommes là. Nous pouvons apporter cette alternative et peut-être qu'elle est beaucoup plus efficace que celle que vous avez choisie. Mais moi, je me dis que pour le moment, il y a quand même quelque chose qui coince. Parce que, comme on l'a vu dans l'élément, on a rappelé les 3 points stratégiques que le Mali met en avant. Le second point qui serait de respecter les choix des partenaires stratégiques du Mali. Et si les États-Unis mettent en avant le fait de se débarrasser de Africa Corp, est-ce que cela, c'est accepter les choix de partenaires stratégiques du Mali? Non. Dès le départ, il y a quelque chose qui cloche et qui peut faire objet d'un bras de fer. Mais qui connaît le fonctionnement naturel des mécanismes américains, c'est que c'est toujours une discussion. C'est toujours d'abord des agents de l'État qui viennent discuter. Et qu'ensuite, petit à petit, le ton peut se durcir et que ça peut devenir très compliqué. Pour le type de régime que nous avons au Mali aussi, c'est de se souvenir de l'histoire récente de cette zone. À quelques mois de la chute de Muammar Kadhafi, ou de toute la difficulté qu'il a eue avec Sarko ou bien l'OTAN, Kadhafi a été accueilli en grande pompe en France. Donc, en vrai, tout ce que les gens peuvent déduire en disant que oui, ça prouve ceci, ça veut dire cela, ça donne telle ou telle légitimité, moi, je vois toute autre chose se faire. Moi, je pense que les États-Unis savent qu'ils ont comme intérêt stratégique, parce que les véritables intérêts stratégiques dans la zone sahélienne des Américains ne se trouvent pas au Mali, se trouvent plutôt au Niger, où ils avaient investi dans une base et ils avaient mis des dizaines de millions de dollars pour maintenir cette base et faire fonctionner cela. Ils avaient mis de leur technologie là-bas. Donc je pense que c'est pourquoi ils insistent sur le fait que, en fait, c'est la région qui les intéresse beaucoup plus. Et par la région, c'est bien évidemment, moi je considère que le Niger est leur centre d'intérêt le plus profond et qu'ils vont travailler dans ce sens-là. Ils viennent à Bamako parce qu'ils se disent que s'ils trouvent peut-être le premier leader de l'AES, mais ils ont une stratégie bien claire et ce n'est pas un rétropédalage, ce n'est pas l'habitude des administrations américaines de rétropédaler et surtout pas une administration républicaine.